Chers tous, chères toutes, nous sommes à la 31e interview, si mes calculs sont bons. Semaine dernière, Laurent Piron, magicien belge. Aujourd'hui, 31e interview. Nous revenons en France, nous revenons chez nous, nous revenons dans notre terroir avec une personnalité qui est connue du monde des professionnels de la magie et qui est connue pour des domaines d'expertise hyper spécifiques, pour une attitude particulière, pour un mood complètement fantasque. C'est la raison pour laquelle j'ai à tout prix voulu l'inviter sur le format parce que je crois que c'est important de voir différents horizons et d'essayer de comprendre toutes les façons de penser de tous les domaines qui nous sont offerts ou avec lesquels nous pouvons discuter. Un tonnerre d'applaudissements chez vous et en silence chez nous pour Benoît Rosemont. Comment ça va, Benoît? Bonjour Quentin, bah écoute, tout va bien, je te remercie. Merci beaucoup d'accepter de venir sur ce format d'interview. Ça me tenait à cœur. Ça fait des années que j'entends ton nom circuler dans le monde de la magie. C'est la stricte vérité. Euh, et voilà, je voulais à tout prix parce que tu es quand même expert de ton domaine. Tu es dans un domaine de niche de la magie, même si tu es capable de faire énormément de choses et on en parlera, tes workers sur un peu tous les plans. Mais avant de rentrer dans ce domaine-là, il y a certainement certaines oreilles dans lesquelles le nom de Benoît Rosemont ne résonne pas. Est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites et comme tu le souhaites pour qu'on puisse te placer dans le décor? Très bien, bah écoute, la première chose, c'est qu'en fait, on revient en France après Laurent Piron, mais pas totalement, puisque je suis belge, Ah oui. liégeois, voilà, et que ma maman habite à quelques kilomètres de Laurent, justement. Mais tu es où toi? Tu es en France, non? Oui, oui, je suis liégeois, mais je suis expatrié. Ah, J'ai d'accord. Ah, vécu- waouh. Je me suis dit, ah, j'ai vraiment fait cette erreur en début d'interview. Je dis, d'accord. Non, non, c'est parce que tu es en France. D'accord, c'est pour ça. Ok. Tout à fait, je suis venu pour mes 17 ans en France, dans la Nièvre, et après, je suis monté à la capitale pour poursuivre mes études supérieures. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis en région parisienne. Voilà, mais toujours de cœur belge, bien entendu. Autrement, pour me présenter sur le plan magique, ça a commencé très classiquement avec une boîte de magie que j'ai reçue de Saint-Nicolas, en Belgique, pour mes 8-9 ans. Et voilà, j'ai commencé comme ça à me mettre à pratiquer un tout petit peu la magie. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, j'ai rencontré, grâce à ma maman, un monsieur qui était un magicien professionnel, qui est juste là. Hop, la saleté d'écran qui se tourne du mauvais côté. Voilà, qui s'appelle Paul Dassonville, de son nom de scène Paul de Ruisse, et qui lui habitait en France, dans l'Oise. Et ma maman est venue passer chez une amie qui était son épouse, une semaine de vacances. Et puis elle est revenue en Belgique et puis elle m'a dit, tu sais, il fait de la magie, son mari est magicien, il est super sympa, la prochaine fois que j'y vais, je t'emmène. Et donc quand j'avais 12 ans à peu près, bah, je suis venu passer quelques jours de vacances chez ce monsieur qui était effectivement très généreux et qui est devenu mon maître en magie, puisque j'ai la chance d'avoir débuté à une époque où il n'y avait pas d'Internet. Donc j'ai un vrai maître que j'ai rencontré. Voilà, et qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a abordé selon deux axes. Il m'a dit, tu vas acheter par mon intermédiaire un livre. Si tu arrives au bout, c'est que tu es vraiment motivé par la magie. Ce livre, c'était le Cours Magica de Robert Veno, donc 1954, je crois. Il n'y a pas de photos, c'est quelques gravures, beaucoup de textes. Très difficile, c'est pour ça qu'il faut être motivé, enfin très difficile. Pas facile d'apprendre avec ce support, mais bon, j'ai été au bout. Et en revanche, bah, l'avantage du cours Magica, c'est qu'il y a 12 leçons avec les cartes, les pièces, les bouchons, les billets de banque, les cordes, du mentalisme, voilà, une approche générale de la magie qui est pas de la magie et pas, on commence pas uniquement avec la magie des cartes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, surtout, fais des études, réussis-les bien, et si tu dois vivre de la magie, ça viendra après. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a résonné en moi, mais c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un bac, un BTS, une grande école de commerce. J'ai tout bien réussi. J'ai commencé à travailler honnêtement. Major de promo en 2001, s'il vous plaît. C'est ça, major de promo à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Et à la sortie de l'école, j'ai commencé à travailler honnêtement pour une agence événementielle, parce que je voulais être en lien avec le milieu du spectacle, évidemment, hein. Depuis que j'ai rencontré Paul, j'ai toujours fait de la magie. Et donc, j'ai travaillé pour une agence événementielle. Et puis, après quelques mois, bah, en 2002, j'ai eu un appel de Peter Dean,
et qui m'a dit, Benoît, je cherche un magicien pour aller 4 mois sur un bateau de croisière francophone en Russie. Faut que tu y ailles. Je dis OK, j'ai raccroché, j'ai démissionné et je suis parti 4 mois sur un bateau de croisière. Et, et voilà, et puis à la sortie de la saison, à la fin de la saison, j'ai dit OK, maintenant je me lance et je ne fais que de la magie. Et donc depuis 2002, je ne vis que de spectacles et d'animations. Voilà en quelques phrases ma présentation. Bah, alors, moi, j'ai deux choses qui m'intéressent particulièrement là-dedans. La première, c'est l'influence du maître. Et l'influence du maître nous amène à un deuxième sujet que nous aborderons juste derrière, qui est l'importance des livres. Euh, Tu disais assez justement que toi, quand tu as commencé, sans faire offense à un âge quelconque, qu'il n'y avait pas de YouTube, qu'il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas tout ça, et que donc tu as eu la chance d'avoir un maître à penser, Paul de Ruys. À ton avis, ça apporte quoi de plus d'avoir quelqu'un pour apprendre la magie plutôt que d'avoir des DVD, des téléchargements, des vidéos YouTube? Qu'est-ce que ça amène? Bah, ça amène déjà de l'humain et une rencontre avec une particularité pour moi, c'est que Paul était dans l'Oise et moi j'étais en Belgique. Et j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, enfin j'étais ado, j'avais pas forcément beaucoup de sous et puis j'avais mes études. Donc moi j'ai vu mon maître très peu de fois, mais à chaque fois que je l'ai vu, ça a été très intense. Je pense que les apports majeurs, bah, c'est que Paul, je caricature à peine, mais ne m'a jamais appris un seul tour de magie, mais il m'a appris les vrais secrets de la magie. Et quand on est sur YouTube ou sur d'autres supports vidéo, la plupart des vidéos concernent des explications de trucs et de secrets, et c'est ça qu'on cherche. Et c'est normal quand on est jeune passionné, moi aussi, hein, je cherchais des tours et des secrets. Sauf que l'avantage d'un maître réel, c'est que lui, il dit, attends, ça c'est important, la manière de considérer le spectateur, la manière de bouger, la manière de regarder, le rythme, la manière de s'exprimer. Voilà. Et ça, je pense qu'on l'entend mieux avec un maître physique qui existe. Et puis, moi, je lui montrais mes effets. Et je lui montrais mes effets. Et lui me corrigeait en me disant, attention, là, tu vas trop vite. Là, tu vas trop lentement. Là, il y a une autre méthode. Et c'est vrai qu'avec un support vidéo à sens unique, bah, on emmagasine et c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Donc, l'apport du maître, bah, il est beaucoup là. Et puis, au-delà de ça, ben, à force de le rencontrer, de le connaître, on est devenu bah, très, très proche et je le connaissais sur le plan personnel autant que professionnel. Et voilà, ça inspire et c'est un second papa pour moi. Et alors, on peut faire ce qu'on veut, mais un papa, c'est pas remplaçable par un écran, quoi. Non, c'est clair, mais tu vois, alors c'est marrant ce que tu dis parce que si on parle d'un point de vue pédagogique, puisque même toi tu donnes des cours, tu travailles, alors si ma mémoire est bonne, tu travailles au double fond, où je donne des cours, tu donnais des cours au double fond, il y a des choses comme ça qui se sont passées, non? Oui, j'étais intervenant au double fond, à l'école du double fond, hein, pour double fond formation au lancement de l'école pendant depuis 4 5 ans. Et puis là, je me suis mis un tout petit peu en retrait parce que ça prend beaucoup de temps pour bien faire. Et Ouais. donc voilà, mais j'y reviendrai avec plaisir et certainement d'ici quelques années. Parce que tu vois, d'un point de vue pédagogique, moi je me dis, c'est marrant parce que pour commencer, il m'a fait commencer par un livre très dur, enfin très dur, non, mais disons un livre qui est laborieux plus que dur, où il faut prendre le temps de déchiffrer, il faut y aller, il faut se concentrer, ça prend du temps. Et sur lequel, bah, puisque c'est un livre et voilà, on n'a pas forcément de résultats aussi rapides, tu vois, dans le concret de la vie réelle, apprendre à faire une levée double correctement quand c'est une image, bah, c'est pas évident, c'est important pour s'approprier les techniques, les livres. Mais tu vois, je me dis, moi je comprends les jeunes aujourd'hui qui, pour commencer, pour se filer la dalle de vouloir continuer dans un premier temps, mange des tours, mange des tours, mange des tours, mange des tours. Et puis moi, je les récupère sur ma chaîne YouTube 5-6 ans plus tard, quand ils ont pris de la maturité. Et c'est très bien. Mais tu vois, je me dis, ça me paraît dur. Il faut quand même à la base être sacrément déterminé pour vouloir s'enfiler un livre complet pour débuter la magie, tu vois, dans la génération actuelle, j'entends. Oui,
mais le support livre, justement parce qu'il est un peu plus difficile, puisqu'on n'a pas d'exemple de visu, euh, oblige à une réflexion que ne fait pas la vidéo. La vidéo, on dit, voilà, vous faites comme ça, vous prenez le jeu, vous coupez. Et en fait, on fait. Et on fait comme on a vu à l'écran. Oui. Et ça marche tout de suite, formidable. Sauf qu'en livre, bah, on est obligé de réfléchir, déjà d'essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Ensuite, savoir comment on va se positionner pour le faire. Et puis ensuite, on va se mettre face à son miroir et on va corriger. Et au final, la manipulation qu'on va faire n'est peut-être pas strictement celle qui est décrite, mais elle est déjà à nous. On se l'est déjà appropriée parce qu'on l'a déjà adaptée à notre morphologie, au doigt, et on ne cherche pas à faire comme on a vu. J'ai un exemple que je cite volontiers. Et il y avait une époque à Paris les pizzas magicos, magiciens qui se réunissaient dans une pizzeria. À une de ces réunions, j'ai pas été souvent, mais à celle où j'ai été, j'ai vu deux jeunes magiciens en bout de table qui faisaient des tours de pièces. Et Paul était un très bon manipulateur de pièces, donc je suis très sensible aux pièces. Et je les regarde et je dis, waouh, c'est deux jeunes, je sais pas, 16 ans, ils faisaient des manips, mais incroyables. Je dis vraiment, ils sont ces chapeaux et je me rapproche. Et en fait, je me rapproche et je les entends en train de présenter leur tour avec un petit sautotement. Et là, à ce moment-là, bah, en fait, j'ai compris qu'ils apprenaient sur un DVD de David Stone et qu'ils avaient recopié à l'identique. C'est-à-dire même le sautotement, les gestes, tout était à l'identique. Alors, évidemment, c'était bien. Bah oui, forcément, ils étaient à l'identique de David Stone. Sauf que, bah, à ce moment-là, pour moi, toute la magie s'est effacée parce que j'ai eu l'impression qu'il n'y avait rien d'eux, en fait. Il y a eu le travail, il fallait l'apprendre, etc. Mais voilà, pour dire qu'il ne s'est pas dégagé une personnalité à ce moment-là, et le livre bah, oblige un peu à ça. Bah, là, c'est de toute évidence, et vous le savez, vous avez un meilleur angle que Benoît pour voir la bibliothèque et un des bibliothèques qu'il y a là. Je prêche contre ma paroisse, hein. La seule différence, c'est que moi, au moment où j'ai commencé la magie, ben évidemment, il y avait un trio de têtes qui sortait des productions vidéo, tu vois. Il y avait Billys du Vivier, Billys du Vivier Valarino. Il y avait le trio de têtes là qui sortait des productions. Et donc, voilà, ma génération, en fonction de l'endroit où elle commençait, ben, prenait une voie, une école, tu vois. Et c'est vrai que arriver au livre, derrière tout ça, c'est euh, une tannée pour le cerveau et une bénédiction pour sa magie. Bah, ça prend, en fait, ça permet à l'idée de maturer. Tu as derrière toi le livre de Fédon. Ouais. Je ne vois pas du tout comment on pourrait rendre tout le contenu de ce livre en une conférence. Enfin, il faudrait que ce soit une conférence de 100 heures pour qu'il explique toutes les idées qu'il a racontées dans son livre. Et Hmm. le livre a un rythme que n'a pas la vidéo. Une vidéo, c'est 1h20, 2h, 2h30, point. Le livre, c'est une page, un chapitre, parfois une ligne. On ferme, on réfléchit, on prend une pièce, on prend une corde, on essaye, on ouvre. Ah oui, ok. Et puis, ah, oui, ça, je peux l'appliquer dans un effet que je fais déjà. On ferme le livre, on va prendre. Et en fait, c'est un rythme très différent. Et quand c'est écrit, quand un livre est écrit avec passion, cœur et avec réflexion, parce que ça demande beaucoup de réflexion de faire un livre, eh ben, on a des trésors. C'est le cas de Fédon que je vois derrière toi. Je pense cet exemple-là parce que je l'ai lu il y a très peu de temps à chaque page, j'ai découvert des choses en me disant c'est formidable. Alors que dès le début du bouquin, j'ai su que je ne ferais aucun effet parce que c'est pas du tout mon style de magie. Mais à chaque page, je dis waouh, ça c'est intelligent, ça aussi, ça aussi. Et je sais que ça tourne là. Voilà. Alors, tu vois, je lisais une interview que tu as fait pour Artefact. Artefact qu'on salue, voilà. Vous m'aidez beaucoup dans les préparations de mes interviews parce que il y a beaucoup de gens qui passent sur le format que vous avez déjà eu. Euh, et tu disais chez Artefact que tu lisais énormément et tu lisais énormément des choses dont tu sais que ça ne te conviendra pas. J'entends par là, tu lis des manipulations en soi belles, mais bon, t'as essayé plusieurs fois, mais t'y es pas allé. Tu lis du mentalisme, mais tu sais que pour faire du mentalisme, il faut avoir un personnage adéquat avec l'expérience, que ce n'est pas ton cas. Et quand même, tu vas t'alimenter, tu vas prendre, te mettre en intraveineuse ces trucs-là pour alimenter ce que tu fais toi.
Ce qui signifie que, alors bon, il y a le domaine de la magie, mais je suppose qu'il n'y a pas que la magie qui vient alimenter, mais qui est toute l'importance d'avoir des sources externes au domaine dans lequel on est pour alimenter ce qu'on fait. C'est un très bon résumé. J'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, oui, je lis, j'essaye d'être à l'écoute, enfin à l'écoute à travers les livres et les magazines en l'occurrence essentiellement. Et là, Fédon, par exemple, bah, c'était un compte-rendu dans Magicus Magazine, un compte-rendu de lecture. Et en lisant ça, j'ai dit, bon, le bouquin, visiblement, il a l'air de valoir le coup. Bon, à la première page, j'ai compris que c'était pas moi, c'est pas mon personnage, c'est pas la magie que je fais aujourd'hui. Sauf que, bah, voilà, oui, je me nourris de ça, et puis, bah, une idée dans un livre va être exploitée plus tard et ailleurs. Voilà, et je trouve que le fait de la lecture demande une attention plus soutenue que la vidéo, un rôle plus actif, et je pense qu'on mémorise mieux, on retient mieux. Et puis, il y a aussi un côté pratique, c'est que quand il y a une idée, un tour qui m'intéresse dans un bouquin, je fais une photocopie et je mets ça dans un classeur. Mm. Donc, j'ai trois classeurs là à mes pieds, et quand je veux travailler un tour nouveau, je regarde dedans, je dis, ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça dans tel bouquin, et hop, et c'est comme ça que je le sors de la pile et que je commence à le travailler. Et hors magie, quelles sont tes influences, toi? Bah, hors magie, depuis quelques temps, c'est un peu difficile parce que j'ai une petite fille qui a 5 ans. Bah, Donc, tu sais, alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'un enfant, c'est quand même une source d'inspiration pour un magicien. voilà, mais sorties de là, c'est vrai que mes sorties sont beaucoup plus limitées et le temps de lecture aussi. Donc, je le recentre un peu sur l'essentiel. Je suis vraiment très passionné par la mnémotechnie, donc ça me prend beaucoup de temps au quotidien. Donc, mes influences extérieures, oui, c'est la vie, voilà, mais je prends pas de cours de danse, de chant, j'ai pas de. Et là, pour l'instant, j'ai un temps de lecture qui est très, très centré sur la magie. C'est quoi qui te plaît dans la mnémotechnie? Je ne sais pas, j'avais 20 ans quand j'ai vu un jeune magicien, Romuald Gilson, le fils de Claude et Mylène. Pour les 20 ans du Claude Rougemont, il a fait une démonstration de mémoire. Voilà, j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'est comme ça. Et puis j'ai été voir mon ami Claude Béramier et je lui ai dit comment on fait. Et en fait, il m'a dit bah, Claude, mais attends, j'ai un bouquin que je lis plus. Hop, tiens, je te le donne. Et il m'a offert Les secrets de la mémoire de Dominique Plessis. Et j'ai commencé à lire ça, à pratiquer. Et bon, j'ai compris que j'aimais bien le pourquoi. Je sais rien, moi. Pourquoi j'aime le bleu, c'est difficile à dire. Mais Ouais. la technique, voilà, m'apporte un grand plaisir dans le travail. Oui. Et aujourd'hui, tu as donc dans tes spectacles, parce que tu as fait des spectacles pour enfants, voilà, t'as fait plein de choses, hein, même des spectacles. Alors ça, je voudrais en parler avec toi après, mais tu as fait un spectacle de sculpture sur ballon pour enfants. Je me demande quelle forme ça prend, comment est-ce qu'on tient des gamins pendant, je sais pas combien de temps durait le spectacle, mais voilà. Mais juste pour revenir à la mnémotechnie, euh, aujourd'hui, tu t'en sers dans certains numéros. Tu fais quoi comme numéro avec de la mnémotechnie? Tu t'en sers où? Alors, à plusieurs niveaux. D'abord, j'ai un spectacle de mémoire prodigieuse. Hein, j'ai oublié un truc, mais ça va revenir. Donc, c'est 1 heure 20-25 de spectacle uniquement à base de mnémotechnie, de démonstration de mémoire prodigieuse, avec un personnage qui évolue sur 1 heure et demie, qui commence très sérieux, très tenu, bien coiffé, et qui finit décoiffé, le gilet de travers, le nœud papillon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la progression sur 1 heure et demie. Ouais. Donc, c'est une comédie avec pour support vraiment la mnémotechnie. Je fais des démonstrations où je mémorise des listes de nombres, de mots. Je fais un carré magique, du calcul prodige. Voilà, à raconter, c'est pas excitant, mais à vivre, c'est impressionnant. Donc, ça, c'est la première utilisation. Et puis après, je l'utilise aussi quand je faisais, là, j'en fais plus maintenant, mais je faisais des prestations à l'étranger. Et je m'efforçais de toujours faire un tour dans la langue du pays où j'étais. Hmm. Donc, la veille au soir, je me faisais traduire en phonétique par quelqu'un sur place le texte dont j'avais besoin. Je l'apprenais dans la nuit grâce à la mnémotechnie et le lendemain,
pouvais le faire une première fois sur scène, bon an, mal an, et puis après la deuxième représentation, bah, je pouvais déjà le faire. Voilà, donc il y a un tour, c'est toujours le même tour évidemment, et je fais que j'ai fait en portugais que je ne parle pas, en arabe au Soudan, j'ai fait en Bangladesh au Bangladesh, que j'ai fait en, je sais pas quoi, en bosniaque en Bosnie. Enfin, voilà, je l'ai fait dans plein de langues grâce à la mnémotechnie. Donc là, c'est utile. Et puis, ça me permet aussi, j'utilise la mnémotechnie pour me souvenir de l'ordre de mes numéros. J'ai mon spectacle Comédie Magique, qui est un spectacle familial que je présente au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux tous les mois. Et en fait, je change régulièrement une partie du spectacle pour moi, pour m'amuser et pour essayer. Et du coup, bah, grâce à la mnémotechnie, bah, j'apprends l'ordre du spectacle. Et ça m'est arrivé de le jouer au musée de la carte à jouer. Puis le lendemain, pour une entreprise, mais avec un programme vraiment modifié. Et la mnémotechnie permet de s'y retrouver sans avoir à consulter un pense-bête. Et puis, dernière application, et je te rends la parole, j'essaye maintenant d'utiliser la mnémotechnie comme moyen, c'est-à-dire non plus comme finalité, comme démonstration de mémoire prodigieuse, mais comme moyen. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans l'effet GPS mental notamment, où la mnémotechnie est la manière de réussir l'effet, mais c'est pas une démonstration de mémoire. Ok, oui, 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 ok, je comprends. C'est-à-dire, toi, tu t'en sers dans tes backstage pour t'appuyer, toi, sur le truc, et puis de temps en temps, il se trouve que ça finit sur scène en démonstration de mémoire prodigieuse, de tout ce qui est, de tout ce qui est prodigieux, quelque part. C'est le terme duel, hein, je sais pas comment dire autrement, Ouais, mais ouais, 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 non, mais évidemment. Alors, les démonstrations de mémoire prodigieuse pour ceux qui ne sont pas initiés ou qui ne connaissent pas, c'est effectivement euh, plutôt très impressionnant. Moi, je sais qu'à de maintes reprises, il y a des effets de mémoire prodigieux qui m'ont complètement full, mais dans la méthode même. C'est-à-dire, tu sais, tu ne conscientises pas comment est-ce que c'est. Il y a un vrai sentiment d'impossibilité avec ce truc-là qui est assez. mais Qui... c'est très important d'ailleurs ce sentiment d'impossibilité, et c'est pour ça que pour moi, c'est une des catégories, une des familles magiques. C'est-à-dire que c'est capacité cérébrale impossible. Ce qu'on fait semble impossible, et ça l'est. De même qu'il est impossible de faire voler un billet de banque. Nous, on le fait avec une petite astuce. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, ce que je fais est impossible, mais je le fais parce que j'utilise une méthode, une technique. Hmm. Donc, c'est magique. J'aimerais qu'on parle un peu des croisières. T'as fait ça un petit peu. Euh, et puis, on a eu Peter Dean en interview qui en a fait énormément, hein, qui a été sur les premiers bateaux qui étaient en direction de la Russie après la chute du mur. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience de faire de la magie en croisière, bah, sur des bateaux finalement? Moi, j'ai fait ça surtout au bon moment. Donc, c'était des croisières effectivement en Russie. Moi, j'ai fait que la Russie. J'ai fait 4 saisons là-bas. Donc, ce sont des croisières fluviales. Ça signifie que ce sont des bateaux qui vont sur les fleuves et qui donc sont beaucoup plus petits que l'image du bateau qu'on a en tête avec 6000 passagers, des toboggans, des piscines. Nous, il n'y avait rien de tout ça à bord. C'était 200 à 250 passagers avec une salle de conférence qui fait office de salle de spectacle et de salle de cinéma et un bar et un salon de lecture. Ça, c'est tout ce dont les passagers tout ce que les passagers avaient à disposition Ouais. pour les loisirs à bord. Donc il faut en fait fournir beaucoup. Et donc, bah, moi, je sortais de mes études et j'ai dû animer. Bah, j'ai fait animer une soirée sur le thème de la magie, une soirée sur le thème magie mentale, euh, la soirée des passagers où c'est les passagers qui font des blagues, des chants et dans laquelle je faisais déjà des tours de magie. Plus, bah, on fait un close-up au bar, et puis on fait un jeu apéritif, et puis on fait un quiz, et puis on va en salle de cinéma pour lancer le film. Et en fait, ça oblige justement à sortir du rôle du magicien. Donc moi, ça m'a permis d'endosser le costume du magicien, et en même temps, pas que celui-là. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens essentiellement des croisières. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, on est à bord avec les passagers. Donc le lendemain du spectacle, bah, on les croise. Ouais. Et si on sait les écouter, bah, on voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et ça, c'est très intéressant sur le plan artistique. Hmm. Tu, 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 Tu vois, Peter nous disait que c'était juste après les croisières qu'elle a eu envie de commencer la magie pour enfants.
parce que ça le saoulait d'avoir ce public de vieux riches qui en fait étaient contents de tout et qui te prennent pour un troubadour. Et en fait, lui, il avait envie de vraiment d'avoir un regard critique et c'est ce qu'il a trouvé en fait dans la magie pour enfants, Peter. Toi, la magie pour enfants, elle est venue quand? Ben moi, la magie pour enfants, elle est venue en premier. Hein, c'est mon cœur de métier, c'était ça, c'est la magie pour enfants. Je pense un peu naturellement parce que bah, j'ai commencé avec le cours Magica, qui est donc n'est pas un livre spécifiquement de close-up, mais de magie de salon-scène, et que le moyen régulier de présenter de la magie salon-scène quand on est amateur, bah, c'est plutôt le spectacle enfant avec les arbres de Noël. Donc c'est comme ça. C'est aussi ma rencontre avec Monsieur Gilson, le père de Claude, qui m'a fait faire mon premier spectacle, ma première intervention sur scène en arbre de Noël. Et j'ai aimé ça. Et voilà, j'y suis venu un peu naturellement. Donc j'ai commencé d'abord à présenter de la magie de scène pour les enfants. Donc moi, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, quand je suis venu sur Paris, que j'ai continué dans la magie, bah, j'ai eu connaissance de l'événementiel et l'événementiel bah, d'entreprise, c'est du close-up table en table. Donc j'ai commencé à travailler le close-up table en table. Ok, je comprends. Et du coup, la magie pour enfants, tu continues à en faire aujourd'hui, en spectacle, tout ça. Qu'est-ce que tu trouves de différent ou qui t'accroche plus à faire de la magie pour les enfants? Bah, j'imagine que je vais faire des redites avec ce que Peter aura dit, mais moi j'ai énormément de plaisir à travailler pour les enfants parce qu'on a une réponse immédiate qui est sincère à 100%. C'est-à-dire qu'un enfant qui a envie de rire, il rigole. Un enfant qui n'a pas envie de rire, il rigole pas. Un enfant qui n'a pas envie de regarder, il regarde pas. Voilà. Les adultes, ils sont au spectacle, polis, on regarde. Bravo monsieur, c'était très bien. Bon, l'enfant, s'il n'aime pas, il se lève. Enfin, je parle des petits, hein, 3, 4, 5 ans, 6 ans, il se lève. Ou il parle avec son voisin. Et en fait, il y a un résultat immédiat. Et puis, l'enfant n'a pas la barrière sociale comme les adultes. Et l'enfant qui a envie de rire à gorge déployée, il le fait. Et du coup, il y a une relation vraiment très sincère qui s'établit avec les enfants et que moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Et puis, bah, après le spectacle, je suis toujours à la sortie de la salle. J'aime bien dire au revoir. Et quand il y a un petit bout qui traverse toute la salle, tout timide, et qui dit, Monsieur, c'était drôlement bien, en fait, ça a une valeur incroyable, quoi. Donc, c'est peut-être sans doute pour ça que j'aime bien ça. C'est drôle parce que tout ce que tu dis qui fait que tu aimes ça est la raison exacte qui fait que moi, je fais pas de magie pour enfants, que j'en ai jamais fait, tu vois, j'ai jamais accepté de faire une presta pour enfants parce que c'est pas ma came, c'est pas là où je me dirige et tout. Et j'ai toujours énormément d'admiration pour les magiciens pour enfants parce que je me dis, comment est-ce que on arrive à emmener une empreinte artistique euh, face à un enfant qui est dans une sensibilité exacerbée, mais pas une sensibilité artistique. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que toi tu abordes ce truc-là? Parce que tu as tout un personnage, tu vois, tu emmènes tout un univers avec toi. Comment est-ce que tu le choisis, cet univers? Comment est-ce que tu l'as trouvé? Alors, comment je l'ai trouvé, c'est un long processus de questions-réponses. Mais en revanche, pour répondre à ta question, ce qui est pour moi important, c'est de créer une situation et une situation au présent. Je ne me présente pas comme un magicien qui vient faire des tours de magie. Je ne pose pas un défi, je ne pose pas de casse-tête. Je viens parce que dans mon spectacle du secret de la lanterne, je suis majordome, j'ai trouvé une lanterne, qui est une lampe tempête que je fabrique avec des ballons à sculpter. Ok. Et je vais la casser en direct, involontairement, parce que je suis très maladroit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que moi, je vais me faire gronder. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a toujours un enfant qui dit, bah, on va la réparer. Ça, c'est une bonne idée, on va la réparer, j'y avais pas pensé. Mais pour réparer une lanterne magique, il faut des ballons magiques. Pour ça, il faut être magicien. Vous n'êtes pas magicien, vous, non. Bon, mais je pourrais faire de vous des magiciens et comme ça, on pourra aller chercher des ballons pour réparer la lanterne. OK? Ouais, OK, allons, on y va. Et en fait, on se lance dans cette aventure tous ensemble. Et en plus, c'est une aventure qui n'était pas prévue. Parce que j'avais évidemment pas prévu de Ah casser oui. la lanterne. Ce qui fait que l'enfant,
il est mis en position active. Il vit l'aventure en même temps que moi. Et en plus, l'idée de réparer la lanterne, c'est pas mon idée, c'est la sienne, c'est la leur. Et tout au long du spectacle, j'ai deux, trois, quatre, cinq moments où je dis, mais je fais quoi maintenant, moi? Ah, t'as qu'à faire ça. Ah bon, bon, j'essaye. Et j'essaye la proposition de l'enfant. Bien sûr, c'est la réponse que j'attends et c'est celle que j'aurai. Mm. Mais nous, adultes, on le sait, mais l'enfant, il ne le sait pas. Il croit que j'essaye la proposition qu'il vient de me dire. Bien Et sûr. ça, bah, je la déroule sur 5, 10 minutes. Et bravo, tu avais raison. Grâce à toi, on a avancé. Et maintenant, je fais quoi? Bah, essaye ça. Ah ouais, tu as raison, je vais essayer. Et, voilà. Et à la fin, bah, on a une heure de spectacle où les enfants ont pas arrêté de me regarder, suivre, savoir si je vais réussir. Ils ont rigolé, ils ont applaudi, ils se sont marrés, ils ont participé, parce que tout au long du spectacle, je les fais participer. Tous, toute la salle collectivement, pour souffler, dire une formule, leur poser des questions. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on peut faire une heure de Mm. spectacle sans problème. Mais c'est pas venu en. J'ai pas écrit mes deux spectacles en une heure sur un coin de table, hein. Non, non, mais alors, mais personne, tu vois, enfin, ce que je trouve bien, c'est de se dire que si tu veux faire un spectacle pour les enfants qui marche, tu es obligé de les rendre actifs dans les procédés de narration. Je sais pas si on est obligé, mais moi j'en ai besoin. Je me Ok. méfie des généralités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un spectacle avec quatrième mur qui peut fonctionner sur les enfants. Ouais. Ça doit sans doute exister et ça doit fonctionner. Mais en tant que, en tout cas pour moi, j'ai besoin de leur poser des questions, d'écouter leurs réponses, de les prendre en compte. Et c'est comme ça que moi, je les intéresse à mon spectacle. Voilà. Mm. Je ne veux pas tout ramener à moi, mais c'est pour dire que c'est pas parce que ça fonctionne pour moi. Pas, je ne dis pas qu'il y a que mon spectacle qui peut fonctionner. Voilà, il y a sans doute plein de manières de faire des spectacles. Un quatrième mur, pourquoi pas? Moi, j'y arrive pas, donc je le casse et je ne me présente pas comme magicien. C'est pas moi qui ai la toute puissance. Au contraire, je suis majordome, je sais rien faire. En plus, je suis maladroit. Voilà. Ouais, Et ouais. en fait, c'est les enfants qui vont faire la magie, c'est les enfants qui soufflent, c'est les enfants qui disent la formule magique, c'est eux qui utilisent la baguette, c'est pas moi. Et je trouve ça mais tellement plus fort de les rendre magiciens, c'est eux qui réussissent. Que tous les magiciens soient rassurés, les adultes savent, hein, ils ne sont pas dupes, ils savent bien que c'est nous qui travaillons, et les enfants aussi d'ailleurs. Oui, 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 bien sûr. Et toi, aujourd'hui, tu ne fais donc t'es magicien professionnel, voilà. Tu ne fais pas que de la magie pour enfants, tu fais aussi, je suppose, bah, de l'événementiel ou du corpo ou de ce genre de choses. Tu fais ces trucs-là aussi. Est-ce que tu fais ça? Oui, Ah ok, pardon, j'avais pas compris, désolé. On est d'accord que faire de la magie pour les enfants et faire de la magie pour les adultes, c'est assez différent sur plein de plans. Et en même temps, je suppose que doit y avoir des endroits où les deux se connectent et se rejoignent et tu dois pouvoir t'inspirer de certaines expériences avec les enfants pour les adultes et de certaines expériences avec les adultes pour les enfants. Est-ce que tu as des exemples de ça? Tu as déjà fait ce rapprochement? j'ai pas. Alors, sur le rapprochement, j'ai pas fait un rapprochement conscientisé en me disant, tiens, ça fonctionne là et ça va fonctionner Ouais. là. Je pense que c'est plus de l'ordre de l'inconscient et voilà. Mais ce sont deux cibles très différentes malgré tout. Mais encore une fois, je me méfie des généralités. Je connais un magicien, Jérôme Solou, qui lui fait quasiment le même programme pour les adultes que pour les enfants, et ça fonctionne dans les deux cas. Voilà. Il n'a Ok. pas tout son programme, mais il a des effets qui présentent de la même manière aux grands comme aux petits, et ça fonctionne très bien. Donc je Ouais. me méfie des généralités. Voilà. Moi, j'ai besoin d'avoir un costume différent, un personnage très différent pour les enfants et pour les adultes. Donc, je n'ai pas fait un rapprochement conscient. Et il faut bien savoir que moi, j'ai une gamme large, mais peu profonde, pour parler en termes marketing. C'est-à-dire que j'agis dans plusieurs domaines en tant qu'artiste, magie pour enfants, close-up, mnémotechnie, magie de salon pour adultes. Mais en revanche, en dehors de ce que je fais, je ne sais rien faire. C'est-à-dire que j'ai mes deux spectacles de magie pour enfants, mais sorti de ces deux spectacles-là, je ne sais rien faire en magie pour enfants, moi. Je ne sais pas faire de close-up et je ne sais pas faire autre chose. Close-up,
J'ai ce qu'il faut pour faire une prestation événementielle, un passage aux tables, une deuxième passe aux tables s'il faut faire un deuxième passage ou au groupe en cocktail, quelques tours en rab bien rodés pour être sûr que j'ai ce qu'il faut pour la soirée. Sorti de ça, je ne sais pas faire un tour de close-up. Je ne sais Hmm. pas faire un tour en vidéo, je ne sais pas faire un tour au restaurant et je ne fais pas de tour à ma famille parce que je ne sais pas le faire. Voilà. Et voilà, c'est un peu comme ça. Donc, j'agis dans plusieurs domaines, mais je ne sais faire que ce que je sais faire. Parce que, tu vois, je pense à Strong Magic, par exemple, de Darwin Ortiz, qui théorise un bon nombre de choses, mais notamment le fait que bah, un magicien professionnel, en fait, en termes de répertoire professionnel, il a 10 tours max pour faire son truc, mais par contre, c'est 10 choses qu'il maîtrise sur le bout des doigts, et enfin voilà, qui sont complètement rentrées dans une mémoire musculaire, il n'y a plus à réfléchir et on y va, enfin, il n'y a plus qu'à se concentrer sur la présentation, du moins. Présentation qui est d'ailleurs, toi, ton élément vraiment différenciant, parce que c'est là-dessus que toi, tu axes absolument tout ce que tu fais. Euh, Ton personnage que tu as pour les événements close-up, corpo n'est évidemment pas le même que ton personnage pour la lanterne magique. Euh, Comment est-ce que tu amènes, si tu l'amènes, ce côté décalé que tu as de la magie pour enfants chez les adultes? J'ai pas de réponse à ça. Je l'amène pas. Je l'amène pas. Voilà, c'est le spectacle enfant, c'est une chose. J'ai un personnage, il a son costume, il a son histoire, sa biographie, je les ai écrites. Voilà, donc ça c'est une chose. C'est très cloisonné chez moi. Et après, en événementiel, je m'habille de manière beaucoup plus classique et je vais plus m'exprimer dans exprimer mon sens artistique dans la manière de présenter les faits, les phrases, le rythme. Voilà. Mais je vais le faire de manière beaucoup plus classique parce que l'événementiel, je trouve, appelle un code beaucoup plus classique. On a 8 minutes, 10 minutes pour faire une table avec 10 cadres qui en ont mais rien à faire de nous, qui n'étaient pas venus là pour ça et pour peu qu'on tombe à la mauvaise table. Enfin, je noircis un peu le tableau, hein, mais et donc, du coup, voilà, je n'ai pas fait de conscientisation de ce que je peux apporter de la magie pour enfants en adulte. Hmm. Tu disais là il y a 2 secondes que tu avais écrit les biographies de tes personnages. Hmm. Donc tu as fait un vrai process en fait de création de personnages. Je veux dire, t'as peut-être même bossé la façon de bouger, la façon de parler, tous ces trucs-là. Tu t'es inspiré d'une méthode en particulier ou t'as juste suivi un feeling perso? Alors, je n'ai pas suivi de feeling perso. J'ai d'abord des sources livresques, Strong Magic, que j'ai lu il y a longtemps en anglais. Voilà, donc ça. Ensuite, Stanislavski et Tchekhov ont écrit deux ouvrages sur être acteur et la création du personnage qui sont très intéressants pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment on construit. Et Ouais. puis, bah, moi, j'ai la grande chance depuis 2011 de travailler avec Daniel Krallenstein, qui est connu sous le nom de Owen Nemo, et qui est en fait mon metteur en scène. Et Hmm. en 2011, j'ai bossé avec lui sur la création de mon spectacle de mémoire. Et du coup, bah voilà, on en revient un peu à la même chose que le maître. Alors, Daniel n'est pas forcément mon maître, mais en tout cas, on se voit chaque semaine pour travailler ensemble. Donc, on Encore s'influence l'un aujourd'hui? l'autre. Et en fait, bah, c'est lui qui m'a amené un côté théâtre et recherche de personnages. Et donc voilà, j'ai pas une méthode écrite où je dis, voilà, pour créer un spectacle, il me faut ça, 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 ça. Ça vient peu à peu, mais j'ai écrit la biographie de mes personnages de chacun de mes 3 spectacles écrits. Là, je suis en train de travailler mon numéro de concours. On a retravaillé avec Daniel encore. On est en train d'avoir un personnage qui commence à être très dessiné. Voilà, c'est marqué sur les notes juste là à côté de moi. Prochaine étape, c'est écrire la biographie de ce bonhomme qui arrive juste pour 9 minutes sur scène. Mais il est qui? Voilà. Et régulièrement, je relis ces notes-là pour que mon personnage se nourrisse de qui il est. Oui, ils ont chacun une manière de se tenir particulière, éventuellement une manière de parler qui n'est pas la même pour chacun de mes spectacles. Et voilà, tout ça, c'est réfléchi, ça. C'est intéressant de donner ces références aux gens, je crois, parce qu'elles ne sont pas sorties encore sur ces interviews. Oh, joli. Ben voilà, tu vois. Donc on peut les citer. Stanislavski, la construction du personnage.
Le comédien désincarné de Louis Jouvet. On a Jacob, ça doit être acteur, je crois, le titre. Je ne vais pas quitter l'écran, hein, mais c'est ça, être acteur. voilà, disons que c'est intéressant si on a envie de faire un travail de fond sur ce qu'on incarne en tant que magicien plutôt que d'être simplement un faiseur de tours. Euh, c'est sûr que c'est pas un travail qui est aussi excitant que de bosser un change de carte ou un truc comme ça à premier abord. Et en même temps, je vous assure qu'en s'y plongeant et en mettant un petit peu du cœur à l'ouvrage, eh ben, on arrive à des moments parfois de grâce dans la création de ces trucs et qui sont réellement passionnants premier degré et on en ressort vraiment plus fort. Tout à fait. Et pour ceux qui ne sont pas adeptes du travail à partir de livres, la plupart, beaucoup de communes en France proposent des cours de théâtre. Voilà, juste un cours de théâtre permet de sortir du rôle du magicien et de découvrir d'autres ressources, tout simplement. T'es prêt pour la question la plus philosophique de ces interviews? Oui. Quasiment 90% des gens y ont eu droit. Et les gens qui n'y ont pas eu droit, c'est parce que j'ai oublié de la poser. Pourquoi tu fais de la magie? Bah, moi, je fais de la magie parce que ça me rend heureux, en fait, hein, tout simplement. Donc, je vois bien que sur les périodes où j'ai moins de temps à accorder à mon art, bah, je sais que ça joue profondément sur mon moral. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Mais pourquoi je fais de la magie parce que ça me rend heureux, c'est une excellente réponse, hein. Je pense que c'est la réponse la plus simple qu'on ait eue. Et en même temps, je veux dire, ça met fin au débat, quoi. C'est à partir du moment où ça nous rend heureux, je vois pas plus. C'est quoi ton regard aujourd'hui sur la surconsommation qu'on a de la magie? Parce qu'en fait, on passe d'une période où, quand les gens de 40, 50 ans, ou même 60 ans, 70 ans, quand ils ont commencé à faire de la magie, il n'y avait rien du tout. Il fallait envoyer des fax aux États-Unis pour essayer d'avoir une copie d'un truc et tout. C'était un vrai parcours du combattant qui était vraiment synonyme d'une détermination beaucoup plus grande que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde où incroyable talent, Full Us, toutes les émissions, YouTube, tous ces trucs-là, les gens ont de la magie à n'en plus pouvoir. Ce n'est pas rare du tout qu'en scrollant sur TikTok ou en scrollant sur Instagram, même en n'étant pas magicien, il y ait de la magie qui sort, et des cartes, et des trucs, et des trucs. C'est quoi ton regard sur cette digitalisation qu'il y a, sur le fait que les spectateurs aient de plus en plus de magie et que les magiciens voient de plus en plus de magie, et puis surtout de plus en plus mauvaise qualité? Alors, c'est une question complexe. Une question complexe. Bon, le fait qu'il y ait beaucoup de magie dans les médias, moi, je trouve ça plutôt positif parce que ça montre que la magie est un art vivant, actuel, beaucoup plus moderne que ce qu'on veut nous faire croire et qui a toute sa place un peu partout. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une belle publicité pour les professionnels qui ont besoin de se produire et il y a peut-être des tas de personnes qui se disent, tiens, c'est vrai, pour mon anniversaire, pour ma soirée d'entreprise, pour l'inauguration, ah ben tiens, je vais faire venir un magicien. Donc je pense que le fait d'avoir beaucoup de magie, c'est globalement plutôt très positif. Là où il y a un côté pervers, enfin j'en vois un, c'est les explications, le débinage, parce que c'est vraiment du débinage, c'est ni une transmission, ni une explication, c'est juste un débinage. Le débinage YouTube, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux confondus, bah, je le trouve globalement plutôt néfaste parce qu'ils réduisent la prestation de l'artiste magicien au truc. Donc c'est même pas le fait d'expliquer le tour au spectateur, c'est de dire, vous voyez, la magie, la magie, c'est en fait, bah voilà, c'est ça, c'est un côté noir collé sur une carte. Non, c'est pas ça. Ça c'est le truc, mais le truc n'est pas le truc. Ça, je vous rappelle qu'il m'a pas appris un seul tour de magie. Hein, mais il m'a appris ce qui était important. Ok, on a trouvé un fond noir sur fond noir, ça masse, d'accord, c'est pas ça, c'est comment on l'amène, où elle va, avec quelle musique, quel rythme. Enfin voilà, la magie, c'est tout ça. Et en fait, le débinage YouTube, enfin le débinage Internet, réduit la magie à une portion congrue. Et, et l'autre effet pervers, c'est que du coup, beaucoup de magiciens pensent que c'est ça la magie et achètent un tour
le font, achètent un autre, le font, achètent. Voilà, tel que c'est décrit dans la notice. Et je pense que on oublie un peu la part de l'artiste dans le développement de la magie à cause de ça. Euh, et ça, je vous encourage, il sortira prochainement. Et il va bientôt y avoir une réédition des chroniques de Jacques Delors dans le Magicus Magazine. Donc, dans ce magazine, Jacques Delors a écrit, je crois, 70 chroniques. Et franchement, il y a une profondeur dans l'écriture, on sent vraiment ce qu'est un artiste. Donc, et c'est ça qu'on ne retrouve pas à travers toutes ces vidéos qui font des tours, quoi. Hmm. En même temps, une sensibilité artistique, c'est très difficile à... Enfin, ça prend du temps, ça prend de la patience, de se créer une sensibilité et puis un geste artistique aussi. C'est vraiment... c'est pas évident, c'est toute une carrière pour arriver à un résultat au bout du compte. Je veux dire, si on prend les épreuves d'endurance, je veux dire, c'est quand même un très très gros marathon, la magie, tu vois. Moi, j'ai le sentiment... ça fait 10 ans cette année que je fais de la magie, que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé il y a 10 ans pile. Avant ça, ça fait aujourd'hui 20 ans que je fais du théâtre. Mais en fait, il m'a fallu ces 10 ans de magie pour enfin comprendre aujourd'hui là quelle est la vraie direction dans laquelle je veux me diriger. C'est-à-dire que les gens, dans une société où on leur promet de l'instantanéité, TikTok, 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 Instagram, machin et tout, se dire qu'il faut entre 5 et 10 ans pour construire euh, ne serait-ce qu'une manière de penser, une fonction, putain, je comprends que ce soit laborieux et je comprends que ce soit difficile. C'est pas une raison pour apprendre sur TikTok et tout, parce qu'en fait, on n'apprend pas à faire de la magie sur TikTok. C'est pas du tout ce qu'on apprend à faire. Bah, en tout cas pas un art. Voilà, c'est un truc. J'ai une carte, hop, ça devient une montre. OK? Mais en fait, par rapport à ce marathon, pour essayer de se découvrir, pour faire le marathon, il faut commencer par un pas, en fait. Et ne serait-ce que dans cette carte qui devient une montre, ça n'empêche pas de réfléchir à comment on pourrait présenter ça. Quel texte on pourrait mettre, quelle justification, d'où vient la carte, pourquoi il me faut une montre. Et en fait, rien que commencer ça c'est pas incompatible avec les réseaux sociaux. Et ça permettrait de présenter une vidéo bah, beaucoup plus qualitative. Mais, tu l'as dit tout à l'heure, la qualité aujourd'hui, voilà, moi, je n'arrive pas à me filmer avec mon téléphone en train de faire un tour. Non, si je veux être filmé, j'ai envie d'être bien filmé. Et en fait, c'est une erreur aujourd'hui. Enfin, c'est décalé en tout cas. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais c'est décalé avec la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que pour toi, la magie se suffit à elle-même pour être considérée comme un art? Alors, il y a un grand. Il faut absolument lire L'arc-en-ciel magique de Juan Tamaris où il développe cette question. Et c'est très marrant parce que je ne suis pas en accord avec ce qu'il écrit. Et je ne sais pas s'il a conscience que ce qu'il fait n'est pas en accord avec ce qu'il écrit. C'est-à-dire, enfin, je suis sûr qu'il en a conscience, hein, mais il a tout un chapitre où il explique bien que l'important, c'est la magie et l'effet. Quand je vois Juan Tamaris, la magie ou l'effet, vous savez, moi, quelque part, je m'en fous. Mais qu'est-ce que je me marre? Je suis épaté. Voilà, je suis épaté, oui, parce qu'il y a l'effet magique. Mais je veux dire, je trouve que Juan, il dépasse l'effet naturellement. Donc, est-ce que la magie peut se réduire à l'effet? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut apporter. Non, 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 non. Je vais répondre de deux manières. Le développement artistique qu'on peut avoir, il peut se faire soit sur la présentation, soit sur l'effet. Donc, on peut s'exprimer artistiquement en s'appropriant un effet, en le développant, en le construisant différemment, en apportant quelque chose, en changeant la méthode, en changeant l'esthétique. Et là, on va pouvoir s'exprimer artistiquement. C'est une voie. Et après, on peut aussi prendre un effet tel qu'il est et y apporter une présentation, une personnalité et voilà, quelque chose d'artistique. Et si on arrive à avoir sa propre personnalité sur un effet qu'on s'est approprié, et ben là, pour moi, on touche le Graal, quoi. Et comment est-ce que toi tu crées tes spectacles? J'entends par là, s'il y a un processus de création, on a parlé de la création du personnage, mais du spectacle en lui-même, tu vois, j'imagine, par exemple, pour coordonner toute la dramaturgie avec les effets, ben, c'est un savant mélange pour réussir à tout se fondre, à fondre tout l'un dans l'autre.
Comment est-ce que tu construis ça? Tu écris d'abord le texte, ensuite tu fais les effets, d'abord tu fais les effets, enfin tu vas, comment ça se passe? Alors, j'ai tout mis dans mon livre, on fait comme si. Voilà. Hein, donc pour moi, il n'y a pas un. Et quand je fais mes conférences, quand je faisais, parce que là j'en fais beaucoup moins, mais mes conférences de magie pour enfants en particulier, en lien avec ce livre, je demandais toujours dans la salle, je demande dans la salle, je parle au présent, qui a l'intention de construire un spectacle pour enfants? Vous, monsieur, très bien. Et 1 heure et demie, 2 heures après, à la fin de la conférence, on avait on a au tableau un personnage qui correspond au spectateur, euh, une histoire, enfin un scénario avec un début, un milieu, une fin, et des effets qu'il sait déjà faire. Donc en gros, on a tout. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour travailler un spectacle. Il n'y a pas un point de départ qui marche mieux qu'un autre. On peut débuter un spectacle avec l'idée d'un effet, euh, voilà, ou de quelques effets, ou on peut débuter l'écriture en se disant j'aimerais bien être ou incarner tel personnage, c'est tout à fait possible, ou on peut imaginer une situation et se dire on y va. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas une méthode universelle. En revanche, il faut un point de départ. Donc pour moi, le point de départ le plus simple, bah, c'est qui on est. Je suis un homme, je suis barbu. Bon, j'ai ma manière de parler, d'être structuré, d'être rigoureux, droit. Voilà. Hop, attention, parfois un peu donneur de leçons. Ok, d'accord. Donc tout ça, en fait, il faut le savoir. Et à partir de ça, on va pouvoir se modeler et se construire de manière cohérente, en fait. Un exemple sur une de mes conférences où je demande à un spectateur, vous avez imaginé un scénario, ah bah oui, j'ai imaginé être un enfant dans un grenier pour pouvoir construire un spectacle pour enfants. Ok, moi je veux bien, mais a priori, à vue d'œil, vous avez 65 ans, 70 ans, et ça va être très difficile en fait d'incarner un enfant qui est dans un grenier. Ouais. Et au cours de la conférence, voilà, j'ai exposé ça avec les mots qu'il fallait, et tout de suite après, le monsieur a fait marche arrière, et l'idée à la fin, c'était que c'était un grand-père qui cherchait son petit-fils dans le grenier. Donc ça n'enlève pas l'idée de base, mais au moins, ça va être beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer un adulte dans sa chambre d'enfant. Oui, Hein. oui. Regardez ce que fait Anaël dans La Nuit Magique. C'est un enfant qui se réveille dans un corps d'adulte. Là, on a un départ de scénario vachement intéressant. Il doit essayer de retrouver son corps d'enfant. Et ça explique pourquoi il est dans son univers d'enfant. Parce que Hmm. c'est un enfant, mais dans un corps d'adulte. Voilà. C'est drôle ça. Mais non, mais il a probablement pas trouvé ça comme ça. Hein. On commence par faire. Donc, moi, je suis très partisan à un moment, il faut faire. C'est-à-dire, tiens, je pourrais être ça, j'ai les effets, je fais mes effets correctement. Oui, on voit le truc, non, parce que la magie est quand même importante. Ok, j'ai un début, un milieu, une fin. Allez hop, j'y vais. Et je fais. Et après, j'écoute. J'écoute les spectateurs, j'écoute ce que je ressens. Ah oui, non, mais on va modifier comme ça, comme ça. Et puis après, bah, on travaille son personnage. Et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah, on a quelque chose qui est bah, extrêmement précis, très cohérent, tout se tient. Bah, voilà. Comme Ouais. ça, comme ça qu'on peut faire. Donc d'abord, on part de qui on est. Moi, j'aime bien partir de ce qu'on sait déjà faire. Qu'est-ce qu'on sait faire comme effet? Ça. OK, très bien. Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire et que j'aimerais bien faire maintenant? Celui-là. OK. Donc 80% je sais faire, 20% je vais apprendre. Et ben, ça veut dire qu'on va pouvoir sortir un spectacle rapidement, en fait. Parce que si on doit incarner un personnage qui est à l'opposé de ce qu'on est et qu'on n'est pas comédien, ce qui est le cas de beaucoup de magiciens, si je dois incarner un personnage qui est à l'opposé de ce que je suis, avec des effets que je ne sais pas faire, du matériel que je n'ai pas, bah, c'est possible, hein, mais le spectacle, il sera écrit dans. On va le jouer dans 10 ans, quoi. Hmm. J'aime bien qu'il y ait un résultat rapide et ça n'empêche pas d'évoluer après. De peaufiner après. Écoute, je vois que nous sommes déjà à 54 minutes d'interview. Donc ça passe très vite. Moi, j'aime bien terminer ces interviews en posant quelques questions plus courtes. Euh, la première des choses que j'aime poser, c'est, imagine qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, un adulte ou un enfant, qu'importe, je m'en fiche, qui veut commencer la magie et qui aime ton style, qui aime ce que tu fais, qui aime ton travail. Vers quoi tu le diriges pour commencer? Quelle est la voie que tu lui donnes pour qu'il puisse commencer son chemin?
Ça va dépendre un peu si c'est un enfant ou un adulte. Si jamais c'est un enfant, moi je lui recommande un livre. Désolé, hein, je suis très libre. Ouais, Euh, ouais. voilà. Et si jamais c'est un adulte, bah, je lui recommanderais aussi un livre, de se rapprocher d'un. Enfin, je vois d'abord s'il fait déjà un peu de magie. S'il n'en fait pas du tout, c'est pas pareil que si ouais, je fais déjà deux, trois petits tours. Bah, très bien, vous connaissez Magic Dream ou Mayette ou Magica Planet ou vous connaissez une boutique. Vous êtes dans quelle ville? Bah, allez là et commencez un peu comme ça. Et dans un cas comme dans l'autre, je donne ma carte de visite. C'est-à-dire que ça m'est arrivé pour des enfants en particulier de dire voilà, si tu aimes la magie, bah, tu sais, faut débuter doucement. Il y a des livres, il y a des boîtes de magie. Je ne fais pas forcément la pub du mien, mais. Et sache qu'il y a des clubs de magie aussi. Moi, j'oriente vers les clubs, que ce soit enfant ou adulte, j'oriente vers les clubs parce que je crois à l'humain. Puis je connais pas les chaînes YouTube qui permettent d'apprendre. Donc, du coup, j'oriente vers les clubs aussi, toujours en donnant mon numéro ou en donnant mon nom, en disant, voilà, si vous avez une question, moi, je suis là. Et je peux faire le lien vers un club en disant, vous appelez un tel de ma part, ou je peux dire, bah, voilà, vous avez commencé comme ça, bah, maintenant, il y a tel livre qui peut être intéressant. Et voilà un peu comment je gère comment je fais de la magie quand on est interpellé après une prestation. Moi, je veux la faire, la promo de tes livres. Parce que je pense que c'est important. Donc, non, c'est vrai, non mais c'est sans blague, parce que l'air de rien, déjà, juste avoir la volonté d'écrire un livre, l'écrire, le fait qu'il y ait un livre physique, on se détache quand même de 99% des gens, et l'acte d'écrire un livre, c'est pas rien, et l'acte de transmettre, c'est pas rien, et moi, c'est quelque chose que je value beaucoup, donc je veux la faire, la promo de tes livres. On peut les retrouver où? Sur ma boutique, Sur ta boutique, donc Benoît Rosemont. Point. attends, je connais pas le lien par cœur, c'est boutique.benoîtrosemont.com. Voilà, boutique.benoîtrosemont.com. Et comme je n'ai pas envie de dire au public que la magie peut s'acheter ou que les secrets s'achètent, en fait, il faut s'inscrire sur ma boutique, créer un compte et m'envoyer un petit message en disant, voilà, je m'appelle Pierre, je suis magicien amateur ou professionnel, j'aimerais avoir accès à la partie cachée. Et en fait, moi, je donne l'accès après à l'arrière-boutique, si je puis dire. J'ai une petite porte dérobée. Et une fois qu'on a créé son compte, on a accès aux livres qui concernent les magiciens. Sinon, en page d'accueil, ben, on n'a que deux livres possibles qui sont destinés au grand public. Donc, euh, donc voilà, boutique.benoîtrosemont.com. Ben voilà, très bien. C'est qui dans la génération actuelle qui te met sur le cul? Ouais, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Alors, me mettre sur le cul, hein, donc là, c'est pas neutre. Alors, je vais répondre à ta question. Je vais donner un nom, hein, je ne vais pas me défiler, mais il y en a beaucoup qui m'impressionnent, le diplomate, qui m'impressionnent sur un numéro de 2 minutes, 2 minutes 30 quand je les vois à Full House, à Incroyable Talent, à ces émissions. Et je ne les retrouve pas forcément sur la durée. Donc, sur la durée, pour moi, ceux qui m'impressionnent, c'est Darren Brown. Ouais. Voilà, donc il m'impressionne et il continue et j'ai l'impression qu'il se bonifie avec le temps. Voilà, tout ça pour faire une distinction entre ceux qui vont faire un one shot, waouh, et s'effacer, comme on peut avoir un tube de l'été en musique, et puis après plus rien. Ça n'enlève rien au mérite d'avoir fait un tube de l'été, hein, j'en ai pas fait. Donc bravo. Et puis après, bah, il y a les chanteurs qui vont durer sur une carrière et Je me plais à croire que cette série d'interviews doit continuer. Et je me plais à penser que c'est important et que voilà, ça donne accès à plein de gens, à plein de façons de penser. Je trouve ça cool. Euh, Si toi, tu pouvais écrire un message à quelqu'un pour que je puisse l'inviter sur sa chaîne YouTube pour faire un pont, en fait, avec qui est-ce que tu pourrais me mettre en relation pour que ce soit intéressant? pour que ce soit intéressant. Bah écoute, on a parlé pas mal de magie pour enfants. Je ne sais pas si tu as déjà interviewé Paul Maz. Non. Je pense qu'il a des choses à dire sur la magie pour enfants. Ouais.
Ok, bah chouette, bah, je veux bien que tu me mettes en relation. Je peux faire le pont sans problème, avec plaisir. Et puis, je cherche les non-stars, entre guillemets, auxquels on n'aurait pas pensé spontanément. Mais oui, là, j'ai Paul Mas qui m'est venu en tête. S'il y en a d'autres, je te le ferai en off. Et Paul Mas, c'est très bien. Et puis tu sais, au fur et à mesure que les interviews continuent, le panel des gens qu'on peut citer se resserre de plus en plus. Donc, et moi, je suis hyper heureux de ça, en fait, parce que c'est vraiment trop bien. Et par exemple, tiens, excuse-moi, je te coupe presque, mais j'ai parlé du tout à l'heure. Claude Gilson, il a eu une vie incroyable. Il a fait du spectacle enfant dans la rue, dans les écoles, du mentalisme, de la télépathie. Voilà, c'est maintenant qu'il faut l'interviewer, hein. Il a des choses à dire, oui. Avec joie, avec beaucoup de joie. Écoute, si tu as un dernier truc à dire ou un mot pour clore, eh ben, c'est le moment, je t'invite à le faire. Et si ce n'est pas le cas, moi, je mettrai les formes usuelles qu'on a entre nous pour clore cette interview. Alors, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et vive la magie. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, la semaine prochaine, chers tous, chères toutes, vous avez quelqu'un dont on a parlé dans cette interview. Vous avez fait Don Bilek la semaine prochaine. Donc c'est quand même génial qui nous prend du temps depuis la Grèce pour venir faire l'interview. Donc si jamais vous avez cliqué sur cette interview en voyant le nom de Benoît Rosemont et que vous n'avez absolument aucune idée de qui je suis moi, donc ben, c'est assez simple. Moi je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien, mentaliste professionnel et ces interviews n'ont aucun autre but que de vous donner une part de ce qu'est la magie aujourd'hui et de tisser un paysage global de ce qu'est la magie aujourd'hui. Donc, il y a déjà plus d'une trentaine d'interviews disponibles sur cette chaîne, donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse, de tous les genres, de tous les styles, de tout, voilà. Donc, si ça vous plaît, abonnez-vous. Vous pouvez également laisser un petit j'aime sur cette vidéo, vous pouvez la partager. Si jamais vous avez des questions, je vous encourage à les mettre en espace commentaire et à alimenter cet espace avec bienveillance et partage. Au moment de sa sortie, si vous avez des questions et que vous les mettez en commentaire, Benoît pourra aller faire un tour sur les commentaires de la chaîne YouTube pour éventuellement répondre aux diverses questions, s'il y en a. Que vous dire d'autre? Eh bien, rien, si ce n'est merci pour votre soutien. Merci de nous suivre toutes les semaines. C'est une aventure que j'aime beaucoup et j'espère poser une mini pierre à l'édifice de la transmission. Benoît, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ta C'est toi. patience, c'était super. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao!